Alors, merci pour votre invitation. Et puis, je suis ravi de pouvoir contribuer à la discussion avec un laboratoire de l'Université Laval, où j'étais il y a encore 2 mois. Donc, je sais les compétences qu'il peut y avoir ici, et notamment cette capacité à relier les questions d'intelligence artificielle et les questions sociales. Donc, c'est mon souci aujourd'hui, y compris si ça va être un peu plus orienté sur les questions éthiques ou les questions légal. Il n'empêche que c'est quand même avant tout un enjeu de compréhension des processus qui sont à la base de ces systèmes sur lesquels je vais orienter mon propos. Alors, je vais commencer par faire une introduction que je fais un peu rituellement, mais qui est très importante pour moi parce qu'elle explique après la façon dont on peut connecter la question du calcul et les choix sociaux que nous avons à faire. Il s'agit de alors, attendez, voilà. Mon souci consiste effectivement à bien montrer que quand on parle du calcul, on n'est pas en train d'opposer un monde à part et un monde social totalement déconnecté. En réalité, je reprends l'expression de Leibniz de ce point de vue-là, quand il disait calculemus, c'était un peu avant le début du siècle des Lumières, si vous voulez, à la fin du XVIIe, c'est effectivement de dire comme il s'agissait non seulement de calculer, c'était un expert, vous le savez bien, avec sa machine que j'ai illustrée ici, mais aussi de préciser, il précisait qu'il fallait, pour calculer, il fallait pouvoir expliciter les choses. Donc ça, c'est très important. D'une certaine façon, c'est quasiment à la base de toute l'informatique, c'est d'être obligé d'expliciter de façon nette un certain nombre de catégorisations et de procédures de façon à les rendre calculables. Et pour obtenir ces classifications et expliciter tout cela, toutes ces frontières, eh bien, il fallait débattre. C'est ce qu'il disait. Il fallait effectivement débattre pour s'entendre sur la validité des frontières que l'on choisit, des catégories que l'on choisit, etc. Sinon, effectivement, chacun fait ça dans son coin et puis on n'arrive pas du coup à produire cet effet politique très important qui était déjà présent dans la pensée de Leibniz. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, on n'est plus dans cette nouvelle ère de quantification qui est arrivée à la fois avec le big data en général, le machine learning en particulier, et maintenant avec les types d'IA que l'on connaît maintenant. Eh bien, effectivement, ça suppose de revoir tout cela et de s'assurer que nous soyons toujours capables de partager des référentiels communs, ce qui n'est pas forcément évident de ce point de vue. Alors, il y a un risque, effectivement, qui a été, disons, discuté déjà il y a très longtemps, enfin, il y a très longtemps, il y a 10 ans, et pour nous, dans cette époque, ça fait très longtemps, où lorsque Lequin et Raimi discutaient, effectivement, ils polémiquaient même sur le fait que la machine learning était en train de devenir éventuellement de l'alchimie. C'est-à-dire qu'on ne savait plus ce qu'on faisait et on mélangeait un peu, on testait des choses et puis il y a des formules miracles qui éventuellement sortiraient. Alors Raimi disait qu'il avait peur de cela, Lequin n'était pas d'accord. Mais effectivement, ça répond un peu à la question que je veux soulever d'entrée, c'est de dire nous avons un risque actuel de désencastrement du calcul vis-à-vis de la société en général et des environnements sociaux qui peuvent être économiques, qui peuvent être légaux ou éthiques, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que cette expression de désencastrement me paraît utile, c'est celle que Polanyi utilisait pour caractériser la façon dont, au XIXe siècle, l'économie avait été désencastrée des sciences sociales et du social en général pour produire cette apparente scientificité d'une discipline qui pouvait modéliser, calculer seulement en éliminant, en produisant des externalités, comme vous le savez, que l'on peut faire effectivement avec ce type de modélisation. Donc là, on a effectivement un risque de cela parce que le calcul est devenu tellement puissant et surtout, il est en train de devenir tellement opaque que de fait, il est à la limite en possession, en contrôle par ce que Mackenzie Wark appelle une classe vectorialiste, mais en réalité, c'est même pas sûr, parce qu'ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils ne comprennent pas comment fonctionnent les systèmes qu'ils ont eux-mêmes mis en place. D'où quand même une position en termes de gouvernance d'une société qui est quand même problématique. De toute façon, et la clé de toute la présentation sera la question de la responsabilité, c'est-à-dire qui est responsable dans cette affaire et comment on distribue les responsabilités, y compris du point de vue légal, à un moment, eh bien, il est clair que ceux qui prennent le pouvoir dans ce domaine-là n'assument pas leurs responsabilités et disent on verra bien, ne freinez pas l'innovation, nous verrons bien. Donc là, il y a un vrai risque de désencastrement et de dire laissez le calcul tourner lui-même et ne prenons pas le temps de le réencastrer et de le combiner, de l'associer aux impératifs sociaux, politiques, culturels, légaux, etc.
Alors, de fait, nous avons subi la pression des vendeurs d'IA, hein, et des vendeurs d'IA avec OpenAI qui, effectivement, a fait une opération de choc, disons, une stratégie du choc de ce point de vue-là, et qui a mis sur le marché une IA qui n'était pas du tout testée correctement, etc. On le sait bien. Et ça continue d'ailleurs à être considéré comme être normal de ce point de vue-là. De fait, face à cela, la plupart des acteurs de l'innovation, comme des académiques aussi d'ailleurs, etc., et des décideurs politiques, se sont mis à suivre avec ce suivisme mimétique en disant, eh bien, c'est ça qu'il faut faire, et sans réellement prendre une position de responsabilité stratégique. Et de fait, à ce moment-là, on a évacué tout un tas de choses qui consisteraient à dire, eh bien, n'oublions pas qu'il existe d'autres IA que celles d'OpenAI. Bon, ça paraît tellement évident avec un public comme vous, c'est peut-être inutile de le dire, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas forcément le cas. D'autres IA que génératives, d'autres IA que connexionnistes, que propriétaires, que conversationnelles, que généralistes, que gratuites, d'autres IA que la version actuelle, ou ChatGPT 4o par exemple, mais il y en a déjà d'autres versions évidemment, et d'autres IA que des boîtes noires. Et en fait, ce qui est très important, justement, c'est ce dont je vais essayer de discuter, c'est que précisément dans la partie dans la dimension de la responsabilité que nous avons dans la diffusion, dans l'amélioration, dans la propagation de ces systèmes d'IA, eh bien, il y a une partie j'allais dire de benchmarking, pour être un peu vulgaire dans ce domaine-là, mais surtout de choix stratégiques et de vérification de la pertinence de chacun des choix que nous faisons en termes de recherche aussi, y compris en termes de recherche. Donc, il y a actuellement d'autres pistes de R&D, et c'est cela qu'il faut aussi explorer de façon à ne pas subir les passages à l'acte que l'on a vécu jusqu'ici et à reprendre d'une certaine façon la main. Et ça, c'est important pour pouvoir distribuer justement les responsabilités dans ces systèmes-là. Donc, déjà, tout simplement, un rappel que je dis peut-être sans doute inutile pour vous, effectivement, c'est que nous avons des IA, des systèmes d'IA qui ont des histoires et qui continuent à vivre d'ailleurs, et qu'il y a donc des choix à faire et donc des responsabilités. Ça commence là. L'idée n'est pas de dire il y aura une couche de responsabilité qui viendrait après coup, ou une couche d'éthique qui s'imposerait comme des bonnes pratiques et une façon de se considérer, comment dire, capable de faire des choix en son fort intérieur. La question, c'est que ça se traduit dans la pratique, dans les décisions que l'on fait en termes de choix d'IA, de choix de système d'IA et de particularité des fonctionnalités qu'on implémente. Donc c'est pour ça que mon discours sera quand même technique pour une bonne part de ce point de vue. Donc l'IA symbolique, vous la connaissez, effectivement, c'est le principe, c'est effectivement qu'on a de fait une capacité à produire un modèle du monde. C'est ça qui est très important, que les gens n'imaginent pas forcément, mais on passait un temps fou à produire un modèle du monde. Je parle par exemple de l'aéronautique, dans le domaine dans lequel j'ai travaillé, effectivement, où on fait effectivement des ontologies qui décrivent le monde in extenso, avec des états, des entités, des états, des attributs, etc. Et on fixe des règles de passage d'un état à l'autre, etc. Il faut pour ça collecter des données et on produit donc un modèle le plus robuste possible, y compris pour qu'il soit plus robuste, on en fait des versions redondantes, etc. Donc on avait une grosse responsabilité dans la description du monde et après dans la façon d'organiser l'ensemble du travail des uns et des autres d'ailleurs, pour que ça respecte tout cela. Donc c'est prédictif, certes, mais c'est prédictif parce que c'est contrôlé, y compris socialement, c'est encastré dans des systèmes, l'aéronautique étant l'exemple par excellence, si vous voulez, où tout le monde doit se conformer en termes linguistiques notamment, c'est là-dessus que je travaillais moi, pour effectivement avoir des docs techniques et des façons de parler qui soient exactement identiques et complètement normées. Évidemment, quand vous avez ça, ben, votre système a des chances de fonctionner quand même, puisque vous disciplinez tout le monde. Et vous voyez bien qu'avec le web, on n'est plus tout à fait dans la même situation. Personne n'accepte ce genre de discipline, quoi. Donc mais ça continue à fonctionner, n'oubliez jamais ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on continue à faire des ontologies en partie, d'une façon différente. On aboutit à des arbres de décision, à des forêts d'arbres de décision aussi, etc. Donc ça, les random forests. Donc tout ça, c'est quelque chose qui continue à fonctionner, à être valide sur le plan technique pour certains types de résolution de problèmes. Vous voyez, ne jamais les mettre totalement, ne pas considérer que tout ça c'est obsolète. On fait ça trop souvent au moment où on est frappé par une nouvelle innovation. L'IA connexionniste, elle, on appelle plus généralement aussi les réseaux de neurones d'une certaine façon, il faut bien voir que c'est le modèle exactement inverse, c'est-à-dire c'est du data to model. Donc on collecte des données en masse et de façon dynamique, c'est-à-dire que le modèle s'implémente et apprend en fonction des nouvelles données qui rentrent
j'allais dire en flux tendu d'une certaine façon, et on peut faire à ce moment-là des tests de corrélation, et on modélise non plus le monde, dont on ne connaît, on n'a pas besoin de connaître grand-chose, j'allais dire, mais on modélise l'apprentissage lui-même. Et donc là, il y a plusieurs types d'apprentissage et des évolutions constantes dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une rupture très très importante qui a été particulièrement forte au début dans l'analyse d'images dès 2012, et à partir de là, tout le reste s'est étendu. Cette technologie-là s'est développée partout. C'est non pas non plus une fatalité, parce que dans certains domaines, ce n'est pas la meilleure solution, mais il y a des choses quand même extraordinaires qui ont été rendues possibles avec ce type de choix. Et puis les large language models, effectivement, l'intérêt, c'est qu'ils sont organisés pour la génération de contenu. Donc, il faut beaucoup de données et des données massives et des données à caractère général dans l'offre qui nous est faite, au grand public notamment, avec des probabilités qu'on va calculer là-dessus et avec une marge d'erreur très importante qui n'est jamais mentionnée d'ailleurs, mais après tout, ça peut rouler. Donc, mon deuxième point est très clair, c'est de dire les LLM, les Large Language Models, de ce point de vue-là, sont une arnaque financière et une impasse conceptuelle. Vous me direz, non mais c'est à contre-courant, tout le monde dit le contraire. Eh bien oui, je ne suis pas tout seul à le dire de ce point de vue-là, mais c'est très important d'accepter, de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? C'est la question, et là, c'est la responsabilité de l'ensemble des décideurs, y compris dans des chercheurs qui sont dans leur labo. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce type de modèle et pas d'autres? Là, il y a une vraie responsabilité et notamment de se rendre compte à quel point on a une offre qui est bien limitée et orientée par des enjeux, notamment financiers, de ce point de vue. Donc, c'est une méga machine de fait et qui va surtout, et on le voit dans toutes les annonces, tous les sommets qu'il y a eu le sommet à Paris au début du mois de février notamment, effectivement, il y a une méga machine qui sert à attirer des investisseurs en masse avec une boîte noire totale, maximale. ChatGPT 4 était à 1000 milliards de paramètres, on est bien plus loin maintenant, avec toujours plus de données, donc toujours plus de serveurs, donc toujours plus effectivement d'investissements. Alors qu'au même moment, justement au mois de janvier, DeepSeek, le chinois, nous dit non, mais moi je peux faire ça avec 10 fois moins, voire 100 fois moins de données et de puissance de calcul, et même pas avec des GPU de NVIDIA, parce que je peux faire ça autrement. Ah bon? Ah bah alors là, c'était un peu gênant. Il y a eu un malaise dans la profession quand même, en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on nous a embarqué dans l'idée qu'il fallait des serveurs toujours plus, etc., et d'une puissance de calcul phénoménale pour corriger les faiblesses que l'on constate déjà des systèmes d'IA générative. Et de ce point de vue, il y a quand même quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire. Les Chinois le montrent avec DeepSeek, et ben donc on peut certainement en trouver d'autres façons de faire. On n'est pas obligé de courir tous derrière le même lièvre qui est supposé être la voie unique de l'innovation. Donc tout dans la puissance de calcul, d'une certaine façon en force brute, même si on n'emploie pas ce terme-là pour ça, mais c'est-à-dire je vais de toute façon tester toutes les corrélations et tokeniser tout d'une certaine façon, alors qu'on n'investit rien dans la sémantique. Au contraire, on doit faire comme s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas besoin. Donc toujours plus de données, toujours plus de ressources pour l'entraînement et toujours plus de ressources pour les requêtes, puisqu'on a un modèle généraliste qui doit être capable de traiter tout dans tous les domaines, ce qui est absolument impressionnant à première vue, mais en réalité est forcément une arnaque de mon point de vue sur le plan conceptuel. Je vais y revenir. Alors, de fait, là, on a déjà un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a déjà un problème de responsabilité, un problème éthique, de dire est-ce qu'on doit accepter d'utiliser ce type de technologie qui dépend des processeurs NVIDIA, donc ce qui peut poser des problèmes en termes de souveraineté éventuellement, mais qui en plus consomme une énergie phénoménale pour chaque requête, parce que de fait, effectivement, si le modèle tourne sur l'ensemble des données disponibles pour votre petite requête à vous, on voit un petit peu le gâchis que ça représente. Et pour ça, on propose de rouvrir des centrales nucléaires, tant qu'à faire, allons-y. On est en fait dans la logique totalement anti-sobriété, alors que le numérique n'est pas un secteur à part de tout l'ensemble des secteurs industriels et qu'il devrait lui aussi être dans la position de se discipliner, de se contraindre pour optimiser tout le temps. Alors on vous dit, ah oui, optimiser. Donc on va optimiser, mais comme de toute façon, vous savez, on optimise les performances,
mais qu'on multiplie du coup les possibilités d'utilisation, c'est ce qu'on appelle les effets rebonds, et bien à partir de ce moment-là, on voit bien que maintenant on peut tout calculer, tout générer, générer des vidéos qui ne servent strictement à personne et qui sont juste pour montrer qu'on a utilisé de l'IA. Et à partir de ce moment-là, on a un vrai problème. Il y a un désastre éthique de ce point de vue parce qu'on considère normal de s'amuser, même quand on est sur les réseaux sociaux, à utiliser l'IA pour faire une image gag, une vidéo deepfake, etc. Et là, on a un vrai problème de non-discipline, d'incapacité à se discipliner, puisqu'on présente tout comme possible, quasiment gratuit, même si maintenant il faut avoir des abonnements pour faire les meilleures performances. Donc vous voyez un petit peu le problème du point de vue du grand public. Je ne parle pas des entreprises, parce que de ce point de vue-là, le problème est un peu différent, je vais y venir. Donc, du point de vue conceptuel, de la même façon, c'est une indigence totale, c'est-à-dire que quand je suis linguiste, et alors évidemment, les linguistes, comme vous le savez, on a l'habitude de dire que quand on veut élaborer des systèmes, par exemple, de natural language processing, la première solution, c'est de virer les linguistes, parce qu'eux, ils s'occupent de questions théoriques qui ne feront pas du tout, qui n'optimiseront pas justement les performances du système. C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, hein, dans tous ces systèmes-là, zéro théorie du langage, et on tokenise tout élément linguistique, c'est-à-dire qu'on le met potentiellement, on va le vectorialiser et être capable de tester ses relations avec tout en tout, y compris les lettres maintenant, ce qui n'a aucun sens. Mais alors du point de vue linguistique, c'est n'importe quoi. Ça n'a de sens que statistiquement et avec une telle approximation qu'on se doute bien que ça produit des erreurs, quoi. Donc c'est un probabilisme absolument sans contrainte, pas d'obligation d'explicitation des conditions de validité, ni des limites de validité, et une opacité totale des pondérations et des décisions. Donc vous voyez, on a là une immoralité, j'allais dire, du système, dans le sens où effectivement, on se dit c'est possible, on va en ajouter encore des performances sans réellement se préoccuper de savoir les conséquences de cela, alors qu'il y a des conséquences, hein. Or, pour certaines décisions, notamment, ben, il est clair que ce n'est pas un prompt comme ça, naïf, comme on le préconise, qui permet de le poser le problème. Il faut justement apprendre à poser les problèmes, ce qu'on fait dans la recherche en général. On passe notre temps à reposer les problèmes différemment, et ça fait partie de ce qu'est une recherche. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est quand même à quel point nous étions capables de tolérer ces erreurs, les hallucinations by design, puisqu'on veut répondre à tout prix, sans dire qu'on bah non, on ne sait pas, sans aucune sémantique, etc. Donc, forcément, ça génère des hallucinations, et on n'est pas étonné d'avoir des situations dans lesquelles il y a 30% d'erreurs, et puis bon, voilà, c'est normal, c'est quand même assez étonnant. Alors, on oblige, du point de vue éducatif, désormais, à ce qu'on se dit, oui, mais les étudiants, on va les former à ça, tout en les formant à reconnaître les hallucinations. Sauf que s'ils ne sont pas formés dans la discipline de base pour faire le tri entre ces hallucinations et les éléments factuels et les vérités fondées par la recherche, vous voyez bien qu'on est un peu dans la désorientation totale, quoi. Ça veut dire qu'on est enfin en train d'accepter ce dopage-là sans faire attention aux effets secondaires que ça peut entraîner. Quelquefois, on nous dit, oui, mais c'est comme la machine à calculer, hein, c'est tout, il suffit on n'est pas dépendant de la machine à calculer, l'outil, c'est un outil, etc. Ben non, mais la différence, c'est quand même qu'une machine à calculer, évidemment, vous pouvez désapprendre à calculer, mais ce n'est pas une bonne idée, parce qu'à ce moment-là, vous ne serez même plus capable de poser les opérations qui conviennent. En revanche, la machine à calculer, au moins, elle vous donnera des résultats justes, corrects, etc., et pas approximatif ou incertain. Donc là, vous voyez quand même la différence qui constitue, de mon point de vue, une régression. Alors je me suis dit à un moment, bah, comme ça va se connecter avec un moteur de recherche, finalement, c'est ce qui s'est fait avec Bing Microsoft en 2023 pour ChatGPT, ça va être impeccable, on va corriger tout ça, quoi, hein, puisqu'il y avait une date de limite de validité des données qui avaient été traitées. En réalité, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que les images produites par l'IA, qui étaient conceptuellement fausses, ici par exemple, un œuf qui fond, essayez de faire fondre un œuf, vous verrez le résultat. Mais évidemment, ça fait un œuf dur, ça ne fait jamais un œuf qui fond. Et donc cet œuf qui fond, effectivement, cette image-là, elle a été générée, et puis elle est rentrée dans le moteur de recherche, dans Google même, qui, quand on tapait œuf qui fond, paf, il vous ressortait. Donc il y avait comme une forme de production de réalité alternative, si vous voulez, pour reprendre un terme politiquement désastreux. Mais bon, et effectivement, on a une forme d'auto-intoxication du système. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ça revient effectivement à poser la question du garbage in, garbage out, qui est une question clé et qu'on doit justement, sur laquelle on doit poser aussi des questions de responsabilité. C'est-à-dire qui fournit les données, qui les contrôle, qui les nettoie et qui, au bout du compte,
assure que le calcul se fasse au moins sur des bases à peu près saines et fiables. De fait, dans les systèmes qu'on a actuellement, effectivement, les données d'apprentissage sont inconnues, extrêmement vastes, non vérifiées, à prétention générale, donc tous les domaines. Elles sont biaisées, je ne vais pas y revenir là-dessus, il y a des superbes livres sur ces questions-là, sur tous les biais qui sont incorporés dans la collecte des données et qui ne sont pas corrigés, évidemment, par les IA, puisqu'il faut toujours augmenter le volume et en se disant que plus il y aura un volume, plus les biais diminueront, mais ce n'est pas sûr. On n'en sait rien au bout du compte, quoi. De fait, elles sont aussi censurées parce que si vous êtes sur ChatGPT, il y a certaines questions que vous ne pourrez pas poser, de même que pour DeepSeek, qui vous interdira de parler le chinois, qui vous interdira de parler de Tiananmen. Donc, de fait, ça devient des éditeurs de contenu. Donc, ils ont une responsabilité. Ils exercent une responsabilité dans la collecte des contenus qui sont des formes de transcription de connaissances et dans la validation de certaines de ces connaissances ou pas. Alors le pire, c'est qu'effectivement, pour reprendre l'exemple de l'œuf qu'ils font tout à l'heure, c'est qu'en réalité, on peut réinjecter ces données-là dans la base d'apprentissage, et donc on finit par avoir un cercle autoréférentiel, c'est ce qu'on appelle le model collapse, et pour reprendre l'expression d'Andreessen quand il parlait du logiciel, il disait que le logiciel dévore le monde, et bien maintenant, c'est l'IA qui devient autophage, qui est en train de manger ses propres données et de s'entraîner sur ce qu'elle a produit elle-même. Ça, c'est un risque qu'on a bien identifié, qu'on appelle effectivement le model collapse, avec ces systèmes d'autoréférence, qui va même jusqu'au LLM grooming, comme on dit, c'est-à-dire le fait que certains infectent la base et le web en général de tout un tas de contenus qui vont les rendre visibles et les rendre leur faire les faire partie intégrante du corpus d'entraînement des IA génératives. Et à partir de ce moment-là, effectivement, toute manipulation est possible sur certains domaines, sur certains sujets, etc. C'est ce qu'on a vérifié déjà avec la Russie, notamment, est très active dans ce domaine. Et là, c'est une expérience qui s'est passée que Cornell a fait effectivement à partir d'une base de données qui est relativement hétérogène, si vous voulez, au départ. Sans doute qu'on peut la critiquer. Là aussi, elle a des biais, forcément. Mais dans un premier tour, si vous réinjectez toutes ces données-là dans la base d'apprentissage du système, eh bien, le troisième tour, effectivement, vous voyez déjà la réduction de la diversité. Au nom de quels critères? En plus, on ne le sait pas forcément, donc les paramétrages ne sont pas explicites, ça c'est clair. Et au bout du compte, vous voyez un petit peu ce qu'on aboutit au bout du cinquième tour. Donc vous voyez un petit peu, ça c'est une expérimentation faite par Cornell, on a là ce qu'on appelle effectivement un model collapse, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même et puis il s'effondre parce qu'il ne dit plus rien de pertinent et ne produit plus rien de pertinent pour ce que vous souhaitez obtenir. Donc, c'est la logique, les conséquences d'un extractivisme sans limite. Il faut utiliser cette terminologie qui est issue plutôt de l'écologie et de l'analyse de la pratique industrielle moderne, j'allais dire. Cet extractivisme de données sans limite, évidemment, il engendre des failles de sécurité parce qu'on prend tout et n'importe quoi, y compris parce que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, nous donnons n'importe quoi. Et on a du coup des failles de responsabilité. Donc là, vous voyez, ce qui m'importe, c'est que, y compris dans ce moment-là, la collecte des données, le tri, la capacité à les vérifier, etc., nous avons des responsabilités. C'est là où l'éthique et le droit doivent s'inscrire et non pas seulement en disant après coup ou avec comment, des engagements formels que l'on prend. Donc, c'est pas ça le problème. C'est que dans la pratique de chacun, je dis bien de tous ceux qui sont dans la chaîne, même si on est un étudiant qui contribue à la construction d'un système de calcul de je ne sais quoi, et si on se dit, bah, c'est pas grave, je vais reprendre des données. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Pourquoi vous l'avez fait comme ça? Et vous avez votre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. C'est le cas notamment des problèmes de sourcing, où effectivement, le copyright et la propriété intellectuelle sont complètement ignorés, vous le savez bien. Alors depuis, il y a des négociations avec les médias, ce qui fait qu'on arrive à les rémunérer, mais le problème reste que tout ça est extrêmement opaque, mais la logique de démarrage de ces industries-là, comme dans les réseaux sociaux, ça a été de dire toujours plus de data, sans foi ni loi, ce n'est pas notre problème. Dans l'autre sens, c'est la fuite massive d'infos confidentielles, c'est-à-dire vous fournissez des corpus d'apprentissage en fonction par rapport à vos corpus de données qui ont posé des problèmes. Ça a été le cas chez Samsung notamment, par exemple, qui ont été obligés de mettre le holà en disant non, 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 terminé, arrêtez de faire des résumés de vos docs techniques. Dedans, il y a des secrets industriels, donc vous ne pouvez pas le faire. C'est aussi le non-respect des cadres réglementaires en général sur les données dans divers pays. Il y a différents cadres qui existent malgré tout. Mais c'est aussi une responsabilité de la part des utilisateurs, c'est-à-dire que
quand on fait générer des textes, eh bien effectivement, on a une responsabilité là aussi dans l'alimentation du système, etc. Évidemment, il ne faut pas nier les succès phénoménaux de toute une partie d'applications qui sont issues de ces systèmes d'IA. Et surtout le fait qu'en plus c'est gratuit. Et du coup, on a un effet de baisse de la vigilance critique qui est lié, qui est amplifié encore par ce que j'appelle la tyrannie du retard, c'est-à-dire comme on a peur de se retrouver rater le wagon de l'innovation, alors on saute dedans et puis on verra bien. Voilà. Et on ne prend pas le temps d'examiner les possibles, d'examiner les conditions de validité et de faire un choix éthique bien argumenté. Donc, par exemple, dans la traduction de très haute qualité, mais il ne faut pas oublier que c'est une traduction standard quand même, dans la détection de patterns en santé, en biologie, mais c'est des domaines qui sont bien balisés et supervisés. Donc, vous voyez que là, on commence déjà à voir ce que je vais appeler justement ce design organisationnel qui s'associe au design de la technologie. C'est ça qui va être important dans le point que je vais faire ensuite. C'est aussi la génération de textes corrects, syntaxiquement et puis sur le plan orthographique, mais moyens, et des images bluffantes aussi. Alors, on est épaté par les images, on continue à en propager, mais ils sont quand même assez stéréotypés, il faut bien le reconnaître. La production de code, c'est aussi quelque chose qui est très performant, mais tout le monde le sait qu'il faut quand même se veiller à le contrôler parce qu'on peut avoir quelques surprises. Bon, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître ces performances-là parce que le traitement statistique des données peut aussi produire des choses approximatives, mais qui, pour un certain nombre de situations, peut suffire et qui sont quand même de qualité satisfaisante par rapport aux travaux, aux autres méthodes qu'on pouvait utiliser. Mais on peut aussi faire autre chose que ce design de LLM irresponsable, je vais dire. On peut aussi récupérer du contrôle sur les sources. Et donc, les modèles publics et ouverts, par exemple, vous permettent de fournir, de travailler sur des données qui ont été contrôlées, nettoyées et validées et qui peuvent être critiquées, etc. C'est ce que font des collègues à Playas en France, par exemple, effectivement, ou en poussant à des LLM d'open science, Pierre Cal l'anglais, ils ont fait, par exemple, un système de synthèse de texte administratif qui s'appelle Guillaume Tell, qui est effectivement performant et on sait d'où ça vient, tout ça est contrôlé et on n'est pas à la merci, j'allais dire, des hallucinations d'un système fondationnel comme ceux de ChatGPT ou des autres. Alors j'en viens justement à cette théorie des baïonnettes intelligentes que nous avons publiée avec Aurélie Jean. On a publié effectivement un article il y a moins d'un an à ce sujet-là, et qui vous paraît peut-être étrange, parce que dire que viennent faire les baïonnettes dans cette affaire. Il se trouve que du point de vue juridique, il y a une ressource qui permet de fixer les limites et les ressources de la responsabilité individuelle dans des situations complexes de distribution du travail et de division du travail et de distribution de responsabilité. L'idée est qu'effectivement, quand vous êtes un soldat avec sa baïonnette, vous ne pouvez pas seulement vous contenter de dire ah bah, c'est la baïonnette qui m'a tiré, quoi. Je veux dire, hein. Vous êtes intelligent et de ce fait, vous êtes suffisamment intelligent pour être responsable pour votre part et ne pas vous considérer seulement comme une simple baïonnette dont j'étais juste un exécutant d'un ordre et puis c'est tout. Non. Et pour ça, il y a eu des arrêts en France en 1944. Vous trouvez ça aussi aux États-Unis dans le Uniform Code of Military Justice, où on parle de justifiable insubordination, illegal orders, c'est tout ça. Donc là, c'est sujet d'actualité d'ailleurs. Et donc, on a effectivement des questions où on peut légalement faire reconnaître sa légitimité et la légalité, y compris, de son refus d'exécuter des ordres illégaux. Hein. Alors là, il faut bien reconnaître que ça, c'est une ressource intéressante pour que, à la fois, ça incite chacun à prendre ses responsabilités à chaque part du processus de conception et en même temps à savoir qu'il est couvert d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il ne prend pas tous les risques. Vous avez des gens, effectivement, à Google qui ont été licenciés après avoir décidé de refuser l'utilisation militaire de certaines technologies, par exemple. Eh bien là, il y a des fondations légales, si vous voulez, à tout cela. Évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a, de fait, spontanément, il y a un biais d'automatisation, ce qu'on appelle un biais d'automatisation, c'est-à-dire que de fait, tout le monde considère que si c'est automatisé, bah, c'est sans doute plus fiable, quoi. Alors qu'en réalité, il y a derrière tout cela des personnes au sens légal du terme, qui ont effectivement agi, soit une personne morale comme une entreprise, mais aussi des individus qui ont une responsabilité dans le fait d'avoir confié et d'avoir laissé faire éventuellement certains processus de biais, de décision qui, de fait, entraînent à des actes illégaux.
Le principe d'optimisation est en réalité un piège. C'est-à-dire, on se dit, mais non, nous, on n'a fait qu'optimiser. Voilà. Et on passe tout le temps dans les systèmes d'IA, on fait beaucoup d'optimisation comme ça. Mais optimisation, pourquoi? C'est là où il va falloir arrêter de parler d'optimisation en l'air, comme ça. Il va falloir dire, mais quelles sont les finalités et quelle est la justification de chacune de ces opérations d'optimisation? Parce qu'on va examiner les conséquences. Donc, il faut se projeter sur les conséquences de chacun des choix que l'on fait et non pas dire, bah, par principe, on a accéléré la vitesse de traitement de ceci, donc on a réduit des dimensions comme ci, comme ça, dans la base de données. Ben non, et pourquoi? Et comment? Et comment est-ce que c'est justifié? Quelles sont les conséquences? Avec qui ça a été discuté, etc. Tout cela, ce n'est pas seulement un problème d'optimisation technique, c'est vraiment, ce sont des choix aussi moraux et légaux, certain nombre de cas. De fait, c'est l'idée d'insister sur la responsabilité de toutes les parties prenantes tout au long du processus de conception. C'est ce que j'appelle, moi, un peu de façon savante, mais une distribution d'agentivité, c'est-à-dire qui fait quoi, à quel endroit. Parce que c'est très difficile de dire, ah, moi, j'ai rien fait, moi, j'y suis pour rien. Hein, oui, toutes les discussions qu'il y a eu après la responsabilité liée à l'Holocauste, effectivement, sont directement liées à ça. Hein, et tout Hannah Arendt peut être pris à cette occasion-là. Et donc, cette distribution de responsabilité qu'il faut expliciter, en même temps que l'on conçoit les systèmes, techniquement, il faut aussi expliciter la distribution des responsabilités et, à certains moments, dire, oh là, j'exerce un droit, enfin, une éthique de la responsabilité qui me consiste à dire je ne veux pas faire ça. À la limite, vous n'êtes pas obligé de rendre ça public, mais vous dites non, moi je ne peux, je me retire, je fais un droit de retrait, si vous voulez, sur un certain nombre de choses. Alors le fait qu'il y a un choix qui est majeur actuellement dans les systèmes, et je retire votre attention là-dessus, c'est effectivement le choix du probabilisme, ou plus généralement d'une vision statistique pure contre la sémantique. De mon point de vue, il s'agit vraiment d'un choix colonialiste, je vais l'expliquer, et donc d'une responsabilité. C'est-à-dire qu'on tokenise tout sans structuration conceptuelle, on est dans le calcul pur, mais sans travail sur la classification, alors que faire de l'informatique, c'est du calcul et de la classification quasiment tout le temps. Et les transformers, de ce point de vue-là, qui ont été publiés en 2017 par Google, c'est certes une manip d'ingénierie tout à fait géniale pour étendre l'attention du modèle, All You Need is Attention, qui disait effectivement l'étendre à un contexte plus large, mais ça n'est scientifiquement, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Hein, ce n'est pas une opération scientifique et ça n'a pas été mis à l'épreuve. Et donc, c'est un processus qui est proposé, qui a obtenu des performances extraordinaires, mais il n'empêche que sur tout un tas de plans, il crée des effets contre-productifs, voire et même des effets pervers qui sont très importants. Donc l'idée, en plus, que on peut ramasser toutes les connaissances et l'ensemble des informations dont on dispose pour les rendre calculables à une échelle universelle et en produire des probabilités, ça, c'est vraiment une approche coloniale. C'est-à-dire qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de pertinence des savoirs, des connaissances qui seraient localisées, etc. Donc on peut se permettre de tout mettre sur le même plan et on va calculer. Et voilà. Là, on a une façon de voir le désencastrement de l'IA, le désencastrement du calcul. Et ça, c'est un grand risque que l'IA générative accentue de fait. Et donc, les enjeux de cette perte de sémantique qui a été choisie par les vendeurs d'IA, ils ont choisi ce système-là, hein, parce que vous pouvez faire autrement. D'abord, c'est des réponses univoques. On vous propose une réponse et en disant, ben voilà, on vous dit pas, on pourrait dire ça, on pourrait dire si, mais et puis selon sur quelles conditions, quelles pondérations, etc. Non, pas du tout. Sans point de vue. Donc, il y a une forme de moyennisation, si vous voulez. Alors, si vous faites les prompts suffisamment sophistiqués, vous arrivez à obtenir le fait qu'on prend des points de vue, mais il n'y a pas un point de vue, c'est-à-dire c'est pas un auteur qui est derrière tout ça, sans référence avec le monde, donc on peut se passer de comprendre quoi que ce soit, on le sait bien, hein, ces systèmes-là ne comprennent strictement rien à ce dont ils parlent. Ce n'est pas un problème de compréhension, puisque ce n'est pas dans leur mode de conception, si vous voulez, et c'est un universalisme statistique supposé, donc pas de différence de culture, qui peut se laisser polluer par toutes les sources d'informations, comme je l'ai expliqué à propos de l'AI grooming tout à l'heure. Mais en fait, comme précisément tout le monde est assez conscient des limites de cela et des risques de tout cela, là où c'est le plus pervers, c'est qu'en réalité, on a réintroduit la sémantique partout. On a réintroduit la sémantique par la bande avec des promesses complètement trompeuses du non supervisé, supposé non supervisé. Et là, il y a vraiment, en plus de la responsabilité, comment dire, globale sur le fait de choisir un type d'architecture purement statistique, derrière, il y a en plus une tromperie marchande, j'allais dire, sur le fait qu'on fait du non supervisé, alors qu'en réalité, il y a de la supervision à caractère sémantique un peu partout, vous voyez. Et donc, je vais y venir précisément, il faut de fait récupérer de la sémantique
pour justement réinjecter de la responsabilité, pour pouvoir réduire les risques de ces IA. Et c'est pour cela qu'effectivement, on a besoin de connecter ça à des systèmes d'auteurs plus précis. De fait, n'oublions jamais que l'IA est encastrée dans le travail des tâcherons. Les automates ne sont pas toujours ceux qu'on croit, effectivement. Il y a plusieurs livres qui en ont parlé. L'exemple type étant Amazon Mechanical Turk, effectivement, qui est de fait une distribution extrêmement fine de micro-tâches rémunérées très faiblement dans tout un tas de pays du tiers-monde, notamment, pas seulement d'ailleurs, pas seulement dans le tiers-monde, et qui de fait produit des robots humains avec des conséquences sociales d'ailleurs assez importantes, qui vont classer, noter, corriger, cliquer, comparer, étiqueter pour faire apprendre les algorithmes. Vous voyez, donc c'est quand même un travail de base qui va construire ce qu'on appelle effectivement une ground truth, avec ces training datasets qui auront effectivement une robustesse un peu plus validée par qui? Par des humains qui font des petites micro-tâches, donc on a l'impression que ce n'est pas très sémantique, c'est de la sémantique. Étiqueter une photo, c'est de la sémantique. Et à partir de ce moment-là, c'est là-dessus qu'on peut ensuite dire que le système va faire de l'auto-apprentissage, de l'auto-renforcement, etc. Mais il aura eu à un moment une injection de sémantique à un moment ou à un autre. Et ces gens-là sont totalement occultés. Non seulement ils sont sous-payés, mais en plus ils sont totalement occultés de tout le processus. On sait bien aussi que ceux qui sont dans les organisations ont appris qu'il ne fallait pas se contenter des modèles généralistes parce qu'à ce moment-là, ils allaient dans le mur. Et donc, ils ont appris aussi à faire ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, la génération augmentée de récupération, qui permet sur des plus petits modèles de récupérer, d'injecter ses propres documents, ses propres sources validées, des données donc contrôlées, et on fait à ce moment-là ce RAG qui vous permet de vous assurer, d'assurer une fiabilité des résultats plus importante. D'autres systèmes proposent du long context, donc on réinjecte de la sémantique, soi-disant, mais avec toujours beaucoup de limites. Même chose pour les change of thought, où on dit qu'on a une logique qui est proposée en même temps. Thought est encore un abus de langage, évidemment. C'est effectivement purement des procédures qui sont effectivement bien au-delà, bien en deçà de ce qu'on peut rappeler une pensée. On va encore avoir un problème encore plus grand au moment des agents IA, qui sont en train d'arriver, de fait, qui sont déjà en train d'être implémentés, parce que les IA, les agents, eux, s'ils veulent effectivement opérer des actions dans le monde, eh ben, il va bien falloir qu'ils aient un modèle du monde aussi, qu'on leur aura injecté et qu'ils sauront mettre en œuvre, et pas seulement de façon probabiliste, et en se disant je parie sur ceci et cela. Il leur faudra de la sémantique. Ils auront des effets de percept d'un côté, où ils retireront des informations du monde, et non pas seulement des statistiques, des données qu'ils auront déjà en stock, et qui orienteront des actions qui auront des effets sur le monde, c'est-à-dire même pour une réservation de billets d'avion, etc. Donc ces agents-là vont reposer la question de la sémantique massivement. Donc comment est-ce qu'on va le traiter? Il est quand même justifié d'être responsable là-dessus, d'anticiper sur les limites de tout cela si on n'a pas d'intervention humaine notamment. Il existe aussi des anciennes méthodes qui sont en réalité nouvelles d'ailleurs, renouvelées en permanence, où on a des fondations sémantiques qui peuvent fonctionner. Mon collègue de l'Université de technologie de Compiègne, Ziad Zalila, a développé ce qu'il appelle une IA résonante de confiance à base de logique floue. C'est une boîte blanche en plus, c'est-à-dire qu'on peut tout auditer. Moi, je l'ai utilisé il y a déjà 15 ans, une version précédente, il y a déjà 15 ans pour tester les qualités des jeux vidéo. Eh bien, on a effectivement là la possibilité de voir toutes les pondérations et de faire varier les paramètres et de savoir exactement ce pourquoi on obtient ce résultat. Et ça, c'est quand même, ça fait une sacrée différence. Et là, on peut être en responsabilité. On peut assumer la décision qui aura été déduite de tout l'ensemble de ce raisonnement. Sinon, effectivement, on laisse les clés, puis on verra bien. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Et là, on aura un problème juridique pour dire, mais qui là-dedans a pris une décision? Et on dira, c'est pas moi, c'est le système. Ça ne marchera pas. Les assurances eux-mêmes vont poser ces problèmes-là. C'est le cas d'ailleurs pour les véhicules autonomes, vous vous en doutez bien. Il y a aussi d'autres méthodes du type des IA hybrides, où on a de l'ontologie et du machine learning, et aussi, par exemple, Yann Lequin, qui lui est dans une entreprise Meta qui fait des systèmes complètement opaques d'habitude, qui a pourtant produit maintenant Yama de façon en open source pour obtenir un écosystème autour de lui, mais il travaille pendant ce temps-là sur autre chose, sur une IA orientée objectif, et qui va lui permettre effectivement de réinjecter une compréhension du monde, compréhension entre guillemets, mais une compréhension du monde malgré tout, et donc de la sémantique. C'est ce qu'on avait appelé effectivement un modèle prédictif du monde, pas un modèle d'apprentissage, un modèle prédictif du monde, qu'on appelle effectivement le Hierarchical Joint Embedding Predictive Architecture.
Et de ce fait, vous avez là, à ce moment-là, le dépassement possible de ces systèmes, alors que tout le monde s'embarque dans les mêmes rails et n'a pas la responsabilité, la lucidité et l'esprit critique suffisant pour dire on pourrait sans doute dès maintenant considérer que les hallucinations ne sont pas un problème marginal, c'est un problème clé. Le LLM grooming et l'ensemble des intoxications des systèmes de données qu'on récupère, c'est aussi un problème clé et on peut faire autrement. Et à partir de ce moment-là, il faut déjà travailler à cela. Donc, alors on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on continue dans cette impasse-là? Peut-être que je vais sauter ça parce que ça va être trop long. Bon, il y a plein de raisons que vous lirez si vous voulez dans la présentation, mais il y a plein de raisons économiques notamment, avec le fait que bah, c'est quand même les investisseurs qui courent derrière ça. Alors je termine sur cette question du design organisationnel. Parce que précisément, tout ce que j'ai évoqué déjà, c'est de montrer comment, à chaque fois qu'on se débarrasse de la sémantique, on est obligé de la réintroduire ailleurs et donc de réintroduire un certain nombre de principes de distribution des tâches et du coup des responsabilités qui vont être un peu plus ancrés dans des collectifs de travail de type divers, peut-être considérés comme peu experts quand il s'agit de cocher et de faire des différences, d'étiqueter des images, mais aussi des métiers beaucoup plus experts en imagerie médicale. Par exemple, j'ai travaillé moi beaucoup en imagerie médicale. Ben, évidemment, il y a une boucle, un design organisationnel qui fait qu'il y a des seuils à un certain moment, l'automate va s'arrêter pour dire non, là, comment dire, la fiabilité n'est pas suffisante, donc je fais appel à un expert qui lui-même, si il a des doutes, va faire appel à un comité d'experts, des staffs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses importantes à percevoir. Ces questions de lutte contre l'opacité, effectivement, sont absolument essentielles. C'est tous les courants de l'explicabilité ou de l'interprétabilité. Ça dépend de la façon dont on l'utilise. Et bien évidemment, l'open source est une condition pour cela. À l'époque du machine learning, j'avais produit un schéma comme cela. Enfin, le schéma lui-même est un schéma classique de stacking et de procédures dans ce domaine. Et on voyait bien qu'à chaque étape, du pre-processing de nettoyage à l'extraction de features, etc., et au stacking, on avait de fait la nécessité d'introduire des humains et des experts du domaine pour valider chacune des étapes. Et j'appelais ça, moi, un human machine learning, et pas seulement un machine learning, pas que les machines qui doivent apprendre. Alors actuellement, c'est réinjecté d'ailleurs en termes de reinforcement learning for human feedback. Ça veut dire qu'on admet aussi que de temps en temps, il va falloir quand même remettre de l'humain dans le feedback, dans la boucle. Ben oui, ça paraissait à peu près évident, mais sauf qu'on a fait comme si ces systèmes pouvaient fonctionner tout seuls. Et donc, cette opacité totale des LLM, il faut la refuser. Et vous dire, ah bah oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Eh bien si, on peut effectivement réinjecter, réduire les modèles, faire un certain nombre d'opérations et surtout réorganiser la décision autour des procédures dans les organisations pour valider tout cela. Sinon, on désapprend. Hein, ça, c'est un cas de GPS qui embarque tout le monde dans la nature. Bon, ben voilà, c'est ce que disait Zuboff quand elle parlait de division of learning. Il y en a qui apprendront avec toutes les données qu'on leur fournira, et donc une petite classe, autrement, les vectorialistes. Et puis tous les autres, bah, ils perdront l'habitude d'apprendre, même sur leur propre domaine, leur propre expertise. Vous voyez un peu le problème. Donc, que faire? Eh bien, l'obligation, c'est effectivement d'expliciter, de continuer à être exigeant sur l'explicitation, d'encastrer tout cela dans les spécificités culturelles, c'est-à-dire organisationnelles, culturelles, linguistiques, etc., d'obliger à faire des tests de résilience et non pas de lancer sur le marché des produits sans avoir rien vérifié, ce qui s'est passé quand même, et surtout d'avoir toujours une obligation de pluralisme, c'est-à-dire vous ne déléguez pas tout à un seul système ou à une seule base de données. Vous avez la capacité aussi de débrayer de tout cela et d'avoir d'autres méthodes pour retrouver vos procédures classiques. Et tout cela, ça suppose des procédures qui vont être révisables parce que au fur et à mesure, il faut que le collectif lui-même apprenne et révise tout cela dans la délégation qu'il fait aux machines au fur et à mesure. Alors moi, j'ai appelé ça le design organisationnel parce que ça partait d'une expérience que j'avais faite il y a déjà 20 ans, quand j'avais travaillé sur le traitement des données dans les systèmes de police de la route en France et en Angleterre. Et je voyais à quel point les systèmes organisationnels étaient différents. En France, pour résumer, la police collecte des données, fait des contrôles de vitesse, de l'accidentologie, etc., et balance les données à un niveau central, et plus personne n'en entend parler. Vous voyez, ça fait de la com éventuellement au niveau du ministère, et c'est tout. En Angleterre, vous aviez dans les faits comtés la trafic police qui est indépendante, effectivement, elle fait aussi
ces petits calculs avec des ordinateurs à l'époque déjà, où on faisait avec des tableurs Excel, tout bête. Et on testait des corrélations entre les contrôles de vitesse, les problèmes d'alcoolémie, l'ensemble des paramètres qui peuvent, l'accidentologie, etc. Et on testait des hypothèses localement avec le collectif qui apprenait lui-même. Et là, je dis, ça, c'est du design organisationnel. Dans un cas, c'est délégation totale au central. Dans l'autre, c'est réintégration de l'ensemble des apprentissages par les collectifs concernés. Vous avez là des alternatives et on trouve ça à peu près partout. Et ça va être très important après de concevoir les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle couplés à ce type de design. Ça veut dire qu'il faut autant investir, au minimum, autant investir, parce que en général, c'est plus lent, plus long, plus long et plus lent, d'investir dans la réorganisation, non pas pour dire on vous remplace et puis terminé, disparaissez, au contraire, pour vous dire mais comment ça modifie et comment ça nous aide à expliciter nos façons de travailler et du coup à justifier les choix d'organisation qui peut-être pour certains d'entre eux étaient obsolètes et dans d'autres cas non à les garder parce qu'ils étaient valides. Vous voyez, et à ce moment-là, on a tout ce travail à faire collectivement. Et l'idée, c'est de plier les systèmes d'IA aux priorités de l'organisation et non pas de faire l'inverse en disant, bon, il y a une IA, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire faire? Aberration totale en termes d'innovation, c'est une catastrophe. Partons des problèmes que l'on a dans une entreprise, dans une organisation, en se disant, est-ce que par hasard, pour résoudre ces problèmes-là, peut-être que l'IA pourrait nous aider, à quel endroit, etc. Point. Mais les priorités, ce sont celles de l'organisation et non pas l'offre qui apparaît sur le marché tout d'un coup, qui serait supposée sauver l'organisation. Donc ça veut dire que là, comme on a des IA génératives qui se sont diffusées sur les laptops de tout le monde, où finalement on ne sait pas ce que les gens utilisent dans les petites entreprises, pas dans les grosses, mais dans les petites, à partir de ce moment-là, eh ben, vous avez l'obligation de faire mettre sur la table tout ce qui se passe. On va faire sortir de la clandestinité les petites tâches que les gens n'osent plus d'ailleurs avouer parce qu'ils font faire leur résumé, ils font faire la génération d'idées, leurs slides, la traduction ou le code basique, tout ça, il faut ça produire, mais il ne faut pas qu'on sache que c'est produit avec l'IA. Maintenant, ça se calme un petit peu, les gens sont un peu plus décontractés et admettent que bon, on peut mettre ça en place et on peut petit à petit discuter les uns et les autres des expériences et faire un partage d'expériences, faire un retour d'expérience et évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, on va effectivement éviter d'importer des solutions qui seraient standards. On va avoir des solutions adaptées et à faire des collectifs qui s'échangent des solutions, et pas seulement des bibliothèques de prompt, mais des solutions réellement de paramétrage et de réorganisation du travail des uns et des autres. J'appelle ça des procédures raisonnablement assistées par IA. C'est un peu inspiré de l'expression du livre qui s'appelle Smart Enough Cities. Bon, c'est déjà pas mal, vous voyez. Donc voilà, pour le gars que j'ai mis cette affiche-là, si une IA s'appelle copilote et pas pilote, c'est sans doute pour que tu ne lui laisses pas le volant. Donc ça veut dire qu'on ne délègue pas totalement l'ensemble de ses compétences à ce type d'IA et qu'il faut précisément garder le contrôle de tout cela. En conclusion, si vous voulez, je dirais qu'on est à un carrefour là, très important. Hein. C'est-à-dire qu'il faut insister sur l'importance du sémantique parce que c'est celui-là qui va nous permettre de faire rentrer le design organisationnel et les priorités de chaque organisation, chaque culture, chaque collectif dans le design des IA elles-mêmes. Donc, se suppose un cahier des charges qui vaut quasiment charte civilisationnelle. Sinon, on est dans un monde totalement extractiviste, totalement colonialiste, qui s'impose à tout le monde et qui va générer un ensemble de connaissances supposées, standards pour tout le monde. Je viens de voir que Google avait installé, comment ils appellent ça, AI Overview, et qui ne vous dispense d'aller chercher quoi que ce soit. Donc on vous fournit un résumé de tout et c'est terminé. C'était déjà un moteur de réponse. Alors maintenant, c'est amplifié par les capacités de l'IA générative. Et à partir de ce moment-là, on a un vrai souci parce que il y a un seul détenteur de ce qui est pertinent à l'échelle d'une planète quasiment, d'une certaine façon. Donc là, effectivement, ce cahier des charges, ça suppose quoi? Ça suppose des IA à haute valeur sémantique, de l'open source et de l'interprétable, qui soit encastré dans un design organisationnel responsable et non esclavagiste ou pluraliste ou colonialiste, non, qui soit non esclavagiste, qui soit pluraliste et non colonialiste, et puis une forme de modèle wikipédien de gouvernance. Hein, de fait, dans les entreprises, devrait tendre vers ça. Et de fait, des IA sobres, écologiquement responsables, non extractivistes, et de fait, ça veut dire une sécession vis-à-vis de cette domination états-unienne
de caractère libertarien et qui doit traiter toute la chaîne de valeur. Et là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que les infrastructures commencent à jouer un rôle aussi dans cette possibilité, mais on n'a pas forcément besoin de tous les centres de données, les data centers dont on nous rebat les oreilles en mettant des milliards et des milliards, alors qu'en réalité, pour être créatif, il s'agit surtout de faire autrement et d'anticiper déjà la fin de ces LLM qui, de fait, de mon point de vue, nous mènent dans le mur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, même si, excusez-moi si j'ai débordé, mais ça résume un peu rapidement les points importants sur cette nécessaire responsabilité que nous avons désormais et les choix qui sont devant nous et qui sont dès dans la conception elle-même et non pas après coup ou en termes de recommandations générales. Merci beaucoup.